Voilà pour le journal du climat. Dans 20 jours tout pile, ce sera le réveillon de Noël. Pour une partie des Français, c'est synonyme de déplacement pour rejoindre les proches, de repas à n'en plus finir, de décoration, de cadeaux aux uns et aux autres aussi. Magie de Noël qui rime avec consommation, même si de plus en plus d'appels à la modération et à la sobriété fleurissent. Selon l'ADEME, en 2022, regardez, moins d'un Français sur 5 pense à l'écologie au moment des fêtes. Alors l'idée ce soir, je vous rassure, c'est pas de casser l'ambiance des fêtes de Noël avant les fêtes de Noël justement, mais d'essayer de comprendre pourquoi la sobriété à Noël, faut en parler, pourquoi ça peut avoir un lien aussi avec l'écologie et la planète. Et pour ça, je suis extrêmement bien entourée par nos invités et par Marie Mamdjoglou, notre journaliste qui est là comme chaque soir. Bonsoir Marie. Bonsoir Lucie. Bonsoir également à Muriel Bourreau qui est à côté de vous. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes vice-présidente de la Fédération française des associations de commerçants. Emmanuelle Ledoux est avec nous également. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Directrice générale de l'Institut national de l'économie circulaire. Et César Dugast également à nos côtés. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur expert énergie-climat, manager chez Carbone 4. Avant de vous entendre les uns et les autres, on va donner la parole à Marie. Marie, on se demandait, et je le disais à l'instant, pourquoi est-ce qu'on met l'écologie, consommation et Noël? C'est peut-être la question que vous vous posez aussi à la maison. Eh bien, la réponse, c'est que les impacts écologiques de Noël sont importants. Ça donne quoi exactement? Alors, les cadeaux, les sapins, les guirlandes, eh bien tout ça, forcément, eh bien ça augmente l'empreinte carbone. Les fêtes pèsent environ 1% des émissions de gaz à effet de serre. Ça correspond à 94 kilos de CO2 par personne. Le soir de Noël, en fait, chaque foyer va émettre 12 fois plus qu'une soirée classique et tout est absolument polluant. La première source, eh bien, elle se trouve au niveau des cadeaux. Eh bien oui, si vous aimez les cadeaux, va falloir peut-être s'astreindre un petit peu, Lucie, je sais pas. Là, vous me rendez triste, on va en reparler ensemble quand même. Je sais. 300 millions quand même. 300 millions de cadeaux qui sont offerts chaque année, des vêtements, des livres, des jouets. 12 millions sont jugés inutiles et il y a 1 million de ces cadeaux qui sont jetés directement à la poubelle. Eh bien, tous ces cadeaux, ces 300 millions de cadeaux représentent plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, en deuxième position, on a les transports. Les transports, chaque ménage parcourt en moyenne près de 200 km pour rendre visite à ses proches. Et le moyen, donc pour se déplacer, eh bien c'est la voiture, 94% de CO2. Ensuite, l'alimentation. Alors là, en alimentation, il y a énormément de repas préparés, donc avec énormément d'excès. Donc 76 000 de tonnes de nourriture qui sont gaspillées pendant les fêtes. C'est 3 kilos par ménage. Le reste, eh bien, ce sont des déchets. Les déchets, comme par exemple les emballages cadeaux. Alors, tenez-vous bien, les emballages cadeaux, c'est surprenant, mais c'est 20 000 tonnes qui sont consommées en France chaque année. Et puis, on terminera bien sûr par le fameux sapin, traditionnel sapin. Alors, l'impact est effectivement très faible, hein, comme les papiers cadeaux. Mais malgré tout, ça reste quand même 6 millions de sapins qui sont vendus chaque année en France. Merci Marie. Alors maintenant qu'on a tous ces chiffres en tête, le cadre, l'empreinte carbone de Noël, on va en discuter plus précisément tous ensemble. César Dugast, d'abord, quand on voit tout ce que nous dit Marie, ça enlève un peu la magie de Noël quand même. Enfin, moi personnellement, je me dis, mon Dieu, Noël qui était hyper sympa, on est content de manger, de faire des cadeaux quand on peut, d'aller voir sa famille. En fait, on détruit la planète en même temps. Est-ce qu'il faut voir tout le tableau noir ou pas ? Je pense pas, ce serait dommage. On est bien d'accord, ça me rassure ce que vous dites. Oui, ben non, mais c'est vrai que quand on commence à tout quantifier en tonnes de CO2, tout paraît affreux. Et en fait, si on peut se rassurer, si c'est rassurant, en fait, toutes nos vies, partout, tout le temps, on émet du CO2. Donc, il ne faut pas forcément prendre ça sous cet angle-là. Hein. De toute manière, dans nos économies, on va encore continuer à émettre un petit peu de CO2. Le problème, c'est qu'on en met bien trop. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les ordres de grandeur. Et merci de les avoir rappelés. C'est-à-dire que quand on regarde typiquement Noël, ce qui compte le plus, si on veut maîtriser son empreinte carbone, c'est les cadeaux. Et ça pose effectivement la question du nombre de cadeaux qu'on peut offrir et de ceux qu'on offre également. Parce qu'il y a la question de demander peut-être un peu moins de choses au Père Noël, mais aussi de choisir avec précaution ce qu'on va demander. Tout ça sans forcément se priver. Hein. L'idée, c'est pas du tout de se priver, c'est plus de se dire en fait, de quoi est-ce qu'on a réellement besoin. Et est-ce que ça peut nous aider à collectivement résoudre le défi climatique ? Muriel Bourreau, quand vous entendez à la fois les chiffres qu'a énoncé l'empreinte carbone en fait finalement de Noël qu'a énoncé Marie, et ce que vient de dire César Dugast, qu'est-ce que vous dites en tant que commerçante ? Bien, en tant que commerçante, moi j'ai pas le sentiment qu'on dépense
plus à Noël, et j'ai même le sentiment cette année, je le disais il y a peu de temps, qu'on voyait pas encore tellement l'effervescence de Noël dans les rues. Ça fait à peine une petite semaine qu'on se rend compte qu'on est à un mois de Noël. Oui, ça ne va pas changer notre empreinte carbone. On va consommer de la même manière, peut-être consommons différemment. Moi, j'amène toujours à aller consommer chez les artisans plutôt que de faire de la surconsommation dans les grandes surfaces et d'offrir une multitude de jouets via le billet du Père Noël, évidemment. Donc vous dites en fait consommer mieux, de qualité, peut-être moins en quantité, mais en tout cas mieux ciblé. C'est un peu ce que disait tant César sur l'alimentaire que sur les cadeaux, effectivement. Et puis le principe, même si le bilan carbone avec les déplacements en voiture étant de se retrouver en famille. Moi, je sais particulièrement dans ma famille, on est sur le principe de faire un cadeau à chacun d'entre nous de qualité, plutôt que d'avoir 10 cadeaux chacun, sur le principe de se couvrir de cadeaux qui vont peut-être partir malheureusement à la poubelle, comme vous le disiez tout à l'heure. Sauf s'il est de qualité. Sauf s'il est de qualité, évidemment. Emmanuel Ledoux, vous, votre regard sur ce qui vient d'être dit à l'instant? J'ai l'impression qu'on va avoir un regard assez consensuel, en fait, ce soir. C'est-à-dire fondamentalement, je suis contente si on est tous d'accord. L'idée, c'était pas prévu. L'idée, c'est vraiment effectivement, enfin, c'est les fêtes de Noël. À la limite que seulement, je sais plus, une personne sur 5 regarde ça avec l'idée de sauver l'environnement, dans un sens presque tant mieux. Enfin, c'est tout le reste du temps qu'il faut le faire. Par contre, ça n'empêche pas quand même de se poser la question de l'utile et même au fond de l'envie. Les 12 millions de cadeaux qui servent à rien et le million qui part directement à la poubelle, il fait plaisir à personne. Les 3 kilos de nourriture qu'on va gaspiller par personne, ça fait plaisir à personne. Enfin, donc là, se dire qu'on réfléchit quand même pour être sur une consommation qui est une consommation raisonnée et qui résonne vraiment avec les envies qu'on a, avec le plaisir du cadeau, du don. C'est quand même intéressant. Autre point, effectivement, alors là, évidemment, je suis très très heureuse de vous entendre, mais évidemment, il faut essayer d'être dans une logique aussi de proximité, enfin effectivement travailler avec les artisans, donc que ce soit pour les cadeaux, d'être sur une logique de cadeaux peut-être réparés, reconditionnés sur la durée. Là aussi, d'ailleurs, par des artisans. Enfin, on sait que c'est des professions qui ont été quand même très attaqués, qui sont en vrai décroissance au fil du temps, laissés de côté. Quand on voit que les cordonniers, c'était 45 000 dans les années 50, 8 000 dans les années 80, 3 500 maintenant, on se dit que tout ce travail sur la durabilité des produits, il y a quand même un vrai sujet. Donc pour les cadeaux, d'avoir en tête le cadeau qui dure, cadeau qui compte, plutôt que le cadeau qui est cher, c'est vrai que c'est important dans des périodes comme ça. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers jours, une campagne de l'ADEME sur la sobriété a fait pas mal de bruit, a créé la polémique aussi. Ça a été critiqué par certains commerçants, par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, le ministre de la transition écologique, lui, Christophe Béchu, il a dit « On maintient cette campagne ». Vous envoyez des extraits ici à l'image. Aujourd'hui, c'était le dernier jour de sa diffusion. Muriel Bourreau, la sobriété pour les commerçants, certains de vos collègues, je le disais, ont critiqué ça en disant en fait, on dit aux gens finalement, faut pas acheter. Est-ce que vous dites aujourd'hui, effectivement, il y a peut-être un équilibre à trouver entre dire faut pas acheter et faut tout le temps acheter, quoi? Non, on n'est pas en train de dire il faut pas acheter, on est en train de dire il faut acheter différemment. Il faut effectivement consommer le local. On a eu un salon Made in France qui nous a prouvé qu'on pouvait consommer local en alimentaire, en vestimentaire. Ça fait longtemps que les chambres de métier suivent sur les réparateurs, par exemple. Donc tout à l'heure, je vous entendais parler de cordonnerie. Effectivement, c'est un métier qui est plus qu'en déperdition. Donc peut-être qu'à un moment, ils ont fait le choix aussi dans les CFA de se dire que c'était un métier qui ne rapportait rien à la formation à travers le coût des OPCO et du coup qui ont fermé des classes alors qu'on a besoin de cordonniers. Et pour avoir des cordonniers qui reprennent des cordonneries, il faut déjà en former au démarrage. Et donc, évidemment, donc quand on parle de acheter mieux, c'est acheter peut-être un beau soulier qui va tenir dans le temps et qui va être amené à être réparé chez un cordonnier de proximité. Pour qu'on se rende compte, Noël, les fêtes de fin d'année pour les commerçants, en termes de chiffre d'affaires, est-ce qu'on a une fourchette? Est-ce qu'on sait ce que ça représente à peu près ou pas? En termes de chiffre d'affaires? Ouais. Est-ce que c'est par exemple, je sais pas, la moitié du chiffre d'affaires, un quart du chiffre d'affaires sur une année? Alors ça pouvait être le cas il y a encore 10 ans, ce qui est plus le cas désormais. Alors depuis qu'on est passé pas au tout numérique heureusement, mais à trop de numérique,
à mon sens, en tous les cas. On a perdu le chiffre d'affaires des commerçants de proximité. On le voit bien avec les rideaux qui sont fermés. Je pense que je le dis tout le temps et je me répète, de dire que ces enseignes ont coupé la branche sur laquelle elles étaient installées à force de faire des sites et de vendre en pagaille sur leur site plutôt que dans leur boutique, ce qui fait que derrière, on a des emplois dans les usines pour emballer les commandes en ligne, mais on n'a plus de vendeuses, on n'a plus de boutiques ouvertes, on a des rideaux fermés, on a des centres-villes qui se meurent. Et donc je pense que non, c'est juste consommons différemment, revoyons la manière de faire perdurer nos... On n'est pas obligé d'acheter un dernier téléphone chaque année à nos enfants et tout un tas de jouets qui encombrent leur chambre. César Dugas, je vous vois hocher la tête et j'ai envie de vous faire réagir parce que là, on voit bien qu'à la fois avec ce que dit Muriel Bourreau, ce que vous nous avez tous dit depuis le début, la campagne de l'ADEME aussi, on a l'impression que l'écologie et l'économie sont bien imbriquées ensemble. Au milieu de tout ça, il y a aussi des décisions politiques ou de l'inaction politique, diront certains. Quel poids ça a sur la question de l'empreinte carbone des Français, et notamment, là on parle de Noël, mais même plus généralement? Ouais. Alors, ce qui est sûr, et là il y a un consensus scientifique qui est vraiment écrasant, unanime, c'est qu'on consomme trop. Enfin, c'est absolument évident. On est certain que rien qu'en France, typiquement l'empreinte carbone annuelle d'un Français en moyenne, si tout le monde était français sur la planète, il faudrait 2,8 planètes pour subvenir à tous nos besoins. C'est pire évidemment avec les Américains, etc. Mais ça dépend des pays, ça dépend des revenus, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une tension énorme là. Et puis typiquement le spot de l'ADEME le montre avec la polémique. C'est d'un côté, on a cette nécessité scientifique, vraiment du constat académique qui est de réduire nos émissions, et la sobriété fait partie des 3 leviers fondamentaux. La sobriété, c'est je réduis ce dont j'ai besoin. Deuxième levier, c'est l'efficacité énergétique. Et le troisième levier, c'est la réduction de l'empreinte, des émissions de CO2 par unité d'énergie. Mais la sobriété, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et le GIEC, typiquement, l'année dernière, dans l'un de ses rapports, là, le rapport du 3e groupe, a, pour la première fois dans l'histoire du GIEC, vraiment consacré énormément de pages sur cette question de la sobriété. Donc d'un côté, il y a ça, de l'autre, il y a également cette nécessité, visiblement, dans le système actuel, le système économique actuel, de se reposer sur la consommation pour augmenter le chiffre d'affaires perpétuellement jusqu'à continuer à faire de la croissance. Donc on a une tension énorme. Et là, vous avez raison, et là où j'approuve aussi tout ce qui a été dit par Muriel, c'est-à-dire aujourd'hui, pour s'en sortir, on ne peut pas faire autrement que de planifier tout ça et de trouver une voie, une 3e voie qui, à la fois, garantit le fait que des commerçants puissent continuer à faire leur travail, notamment dans les centres-villes, etc., tout en permettant à réduire les émissions. Et ça s'organise. Et l'État et les pouvoirs publics ont un énorme rôle à jouer là-dessus, notamment sur, pourquoi pas, nous tracer une voie, collectivement, on peut le faire avec eux, mais trouver une manière de garder des modèles économiques viables en allant plutôt sur la réparabilité, la seconde main. Pourquoi pas aussi des aides aux commerçants pour se reconvertir dans des activités qui vont davantage être économes en ressources et économes en émissions de CO2. Ouais. Emmanuel Ledoux, est-ce qu'une économie plus sobre, ça peut tenir la route? Parce que là, on nous parle tout le temps et depuis des années et des années de croissance, et quand on dit le mot sobriété, il y a une partie du pan économique qui se dit « Oh là là, sobriété, souvent décroissance, donc moins de moyens, donc en fait, toute l'économie va mourir. » quoi. Vous portez quel regard là-dessus? Ce qui est sûr, c'est que notre modèle linéaire actuel est condamné. Le modèle dans lequel on est encore très très majoritairement sur cette planète, c'est un modèle où on extrait, on produit, on consomme, on jette. Et ça, c'est même pas une question morale. De toute façon, ça ne tient pas. On n'a pas les ressources disponibles qui nous permettent de continuer comme ça. Donc la question maintenant, c'est effectivement comment on transforme et comment on part sur une logique, et donc une logique de circularité qui permet de travailler sur la ressource et d'être vraiment sur cette logique de durabilité de la ressource. Avec cette idée, qui est toute bête, qui est tenir dans les limites planétaires qui sont les nôtres. Donc c'est une nécessité. Cette transformation est une nécessité. Donc effectivement, ça va nécessiter de comprendre là où on se situe. On a encore une vision qui est pas toujours très très claire des ressources dont on dispose en vrai.
pour derrière être en capacité de planifier. Et moi, j'ai envie de rajouter derrière même cette planification, et c'est là où le politique doit prendre toute sa place, il y aura aussi cette idée d'allocation de la ressource. Parce que qui sait qui va avoir ces ressources disponibles dès lors qu'on va être sur des logiques de transformation de production? Est-ce que c'est le plus offrant? Est-ce que c'est celui qui est le plus utile? Ceux qu'on a le plus besoin? Et on voit bien ressource par ressource que ça va rapidement poser des questions. Donc là, on a un moment, au fond, et on le voit bien d'ailleurs, je pense que c'est même presque une très bonne surprise, mais de consensus assez généralisé sur le fait qu'il faut faire quelque chose et il faut le faire vite. Il faut qu'on puisse profiter de ce moment qui est quand même un moment politique important pour être capable de capitaliser là-dessus et effectivement de planifier et d'organiser la transition de nos modèles qui sont, c'est une nécessité. Muriel Bourreau, est-ce que vous vous sentez suffisamment aidée sur ces questions-là de sobriété, de transition écologique aussi en tant que commerçante par les pouvoirs publics? Alors, qu'est-ce que vous entendez par est-ce que quand vous entendez, par exemple, quand vous voyez le clip de campagne de l'ADEME, vous vous dites, on nous parle de sobriété, très bien. Alors, vous êtes déjà dans l'idée de, effectivement, mieux consommer, moins consommer et de meilleure qualité. Mais est-ce que au-delà des mots, vous avez des aides de l'État? Est-ce que l'État vous dit, voilà, telle direction, là, jusqu'à maintenant, vous fonctionnez de telle manière, va falloir changer, donc on va vous donner telle ou telle aide, ou on va vous accompagner dans des formations, par exemple? Alors, en fait, oui, on a des aides de l'État, on a des aides des régions, mais le commerçant, c'est pas quelqu'un qui attend des aides en permanence. En fait, ça fait quelques années, et notamment depuis la Covid, où on nous explique que le commerçant attend des aides. Non, le commerçant, il attend des clients. Mais vous n'avez pas besoin d'aide du coup pour réorienter ou transitionner, c'est ça ma question. Je dis juste que c'est pas l'attente première des commerçants. Le commerçant, et quand je parle de commerçant, je parle de commerce de proximité et de TPE. Bien sûr. Donc souvent de personnes qui sont seules dans leur commerce, ou 2 ou 3, ou en tous les cas moins de 10. Ils sont pas en attente d'une aide du gouvernement. Et on n'a qu'à le voir, c'est que ça soit pendant la Covid ou pendant les émeutes, ou pendant peu importe toutes les fois où il y a eu des aides mis en place, ce sont rarement des TPE qui les ont demandées. Et je pense à l'aide au loyer, par exemple, l'aide sur l'énergie qu'il y a eu récemment. C'est pas eux qui vont les chercher. Souvent, c'est les PME qui y vont. Et parce qu'elles ont quelqu'un qui peut s'occuper de leur dossier, et c'est pas le cœur du métier d'un commerçant que d'aller chercher des aides. Le cœur du métier d'un commerçant ou d'un artisan de proximité, c'est de pouvoir accueillir sa Mais donc clientèle. vous dites aujourd'hui, on voit plus les clients et peut-être qu'il y a des questions d'habitude à reprendre. Alors oui, mais on parle toujours de sobriété, est-ce que le commerçant fait de la sobriété, mais est-ce que le client en fait déjà, à commencer par lui? Moi qui étais commerçante pendant 15 ans, j'entends ces mêmes clients qui sont sans arrêt à la recherche d'un prix avant de regarder une qualité, et que ça soit sur tout niveau, que ça soit sur et donc les réseaux sociaux, les sites internet et toutes ces aides numériques, je crois que n'ont pas été dans le sens d'aider les TPE. Un commerçant de proximité, il a fait le choix d'être un commerçant pour accueillir un client dans une rue, dans un centre-ville ou même dans la ruralité, et pas d'être là pour répondre à une commande sur Internet, à emballer et aller dans son bureau de poste pour l'envoyer à travers la France ou à travers le monde. Donc, c'est pas notre choix. Donc, l'aide au tout numérique, bravo, très bien, ça a servi certainement à certains, mais je connais très, 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 très peu de TPE, de commerce de proximité, à qui ça a aidé à développer son chiffre d'affaires. Donc, les aides du gouvernement ne sont pas les aides qui sont attendues par des TPE. Emmanuel Ledoux, sur ce qui vient d'être dit, votre réaction? Alors, effectivement, pour le commerce de proximité, il y a sans doute autre chose à trouver que peut-être les aides habituelles. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai présenté un rapport qu'on a fait avec Emre Jacquia, qui est le président de Camif, il y a 2 semaines au ministre de l'Environnement, sur une TVA circulaire, avec cette idée que si on veut pouvoir consolider des modèles économiques qui sont un peu actuellement en perdition, en tout cas qui ont du mal à être soutenus, on a parlé des cordonniers tout à l'heure, ça va être le cas aussi des couturiers, des retoucheurs, réparateurs d'électroménagers. Il faut aider ces modèles économiques à être plus pérenne, à être plus intéressant, à créer aussi de l'appétence pour des jeunes qui auront envie de se former. Donc on a proposé une TVA à taux réduit sur la réparation
par exemple, pour tout ce qui est textile, chaussures, électroménager. Mais il y a sans doute un vrai travail à faire pour valoriser tout ce qui a été dit, l'éco-conception, une forme d'économie du PIB local, la réparation, le reconditionnement, en travaillant avec l'outil fiscal. Donc la TVA, c'est le plus simple. Il y en a sans doute d'autres à évaluer aussi. On parle toujours des impôts environnementaux comme des impôts en plus. Ça peut être aussi des taxes en moins. Et typiquement, on pense qu'il peut y avoir un impact sur les modèles économiques et pour les commerçants de la TVA qui peut être assez intéressant. César Dugast, le mot de la fin. On entendait Muriel Bourreau qui nous parlait aussi des clients, du fait de revenir. Il y a la question de la désirabilité, en fait, qui est aussi au milieu de tout ça, à la fois de qu'est-ce qui est désirable à nos yeux quand on achète. Est-ce que maintenant c'est ce qui est sur Internet? Est-ce que c'est ce qu'on trouvait au coin de notre rue avant? C'est un peu ça aussi qui se joue. Est-ce que du coup ça veut dire qu'on, entre guillemets, on remet ça sur le dos des Français ou c'est plus compliqué et plus vaste que ça? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a quelque chose qu'il faudrait éviter de faire, c'est de mettre dos à dos les commerçants, les Français, les pouvoirs publics. C'est vraiment pour faire cette transition, c'est un travail collectif qui a besoin de l'effort de tout le monde. Et notamment, ça passe effectivement par un changement de ce qu'on appelle par un bon achat et notamment la désirabilité. Et ça passe par un changement d'imaginaire. Et je pense que les spots de l'ADEME vont dans le bon sens. Je pense qu'ils rendent même un assez bon service à l'écosystème en commençant à mettre sur la place publique la question de la sobriété, de le sortir d'un simple, on va dire, d'un cénacle privé, comme si ce n'était que l'affaire de quelques-uns isolément. Non, en fait, la sobriété, c'est quelque chose qui est là, publiquement, collectif, qui doit s'organiser. Donc, je pense que ça a quand même un très, très grand mérite. Il y a un deuxième point qui est, outre la désirabilité, c'est le pouvoir d'achat, évidemment, puisque dans la tête d'un Français ou d'une Française, c'est beaucoup plus facile, financièrement parlant, d'aller chercher un t-shirt à 5 € plutôt que d'aller chercher une marque un peu plus premium qui va être plus réparable et qui va durer beaucoup plus longtemps. Ça, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu de vue. La génération de nos grands-parents connaissait ça par cœur. Le fait d'investir dans des bons produits qui durent longtemps. Aujourd'hui, on a perdu ça de vue, mais ça se change par un changement d'imaginaire, mais aussi par un accompagnement des plus vulnérables aussi. On en revient. Je pense que aujourd'hui, on n'a jamais autant produit de richesse en France. Et il y a tout un pan de la population française à accompagner dans ce changement, cet accompagnement de passer de la fast fashion vraiment qui même financièrement parlant n'est pas du tout intéressant vers un modèle plus durable. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Vous avez tout compris, Noël n'est pas gâché, mais on a trouvé un équilibre. Comment faire? Essayer de consommer mieux, en moins grande quantité. On vous a donné quelques clés. On en reparlera évidemment encore d'ici Noël sur ce plateau. Merci d'avoir été présent dans Planète Info. Restez encore un tout petit peu. On accueille Estelle Farge. Bonsoir Estelle. Bonsoir Lucie. Estelle et la vie en vert. Comme chaque soir dans l'émission, aujourd'hui on parle d'un jeu du jamais vu en France, je crois, et c'est pour aider la recherche. Oui, le jeu s'appelle Play for Plankton. C'est un jeu qui est téléchargeable gratuitement sur tous les téléphones. Il a été lancé le 13 octobre dernier par une équipe de salariés de la FDJ, la Française des Jeux. La règle est simple, il suffit de trier du plancton. Regardez, ça c'est l'interface du jeu. Sur votre écran, vous avez des petites boules qui tombent. À l'intérieur de ces petites boules grises, il y a du plancton. Le but, c'est de le trier et donc d'éliminer les planctons identiques, un peu à la manière de Candy Crush, sauf que là c'est pour la bonne cause, car à la fin, votre récompense, ce n'est pas des euros, mais c'est d'aider la science. Et alors, en quoi ça aide la science de jouer à ce jeu et de trier les planctons là? Alors en fait, le plancton avec lequel vous jouez, c'est du vrai plancton. Les chercheurs de l'Institut de la mer de Villefranche, dans les Alpes-Maritimes, ont fourni aux développeurs du jeu 500 000 photos de plancton. Habituellement, ces images, elles sont triées, analysées par ces chercheurs. Et le but ici, en fait, c'est tout simplement de leur donner un coup de main. Écoutez les précisions du directeur engagement et jeu responsable du groupe FDJ. L'objectif du jeu, en fait, c'est de les aider à classer ces données en leur faisant gagner du temps, puisque si c'est pas nous qui le faisons, c'est deux chercheurs qui doivent réaliser ce travail, qui est un travail plutôt fastidieux. Et nous, ce qu'on essaye de faire avec ce projet Play for Plankton, c'est de rendre ce travail fastidieux ludique grâce à un jeu et de permettre en fait au grand public d'aider en fait ces chercheurs à aller plus vite et à progresser, finalement, à faire progresser la connaissance sur cet enjeu essentiel.
Alors jusqu'à présent, 15 000 photos ont déjà été triées, 15 000 sur 500 000, il y a encore du boulot. Effectivement, il y a encore un peu de boulot. Alors ça aide la science, ça sert aussi, j'imagine, à sensibiliser le grand public? Oui, premièrement, ça aide les gens à découvrir ce qu'est le plancton et son rôle de façon ludique. Et puis deuxièmement, de mettre aussi en lumière les travaux de ces scientifiques qui sont très importants pour comprendre l'état de nos mers, l'état de nos océans. Je vous propose d'écouter les précisions de ce chercheur du laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer. La définition du plancton, c'est tout ce qui dérive avec la masse d'eau. Tout ce qui est pas capable de lutter contre les courants. Du coup, vu qu'ils sont pris dans une masse d'eau et qu'ils dérivent avec, ça veut dire qu'ils sont très sujets aux conditions qui sont dans cette masse d'eau, de température, de salinité, de disponibilité en oxygène. Et vu qu'ils sont petits et qu'ils se reproduisent vite, leurs fluctuations d'abondance vont rapidement répondre aux changements dans les masses d'eau, et donc on les appelle, on appelle le plancton en général traditionnellement une sentinelle des changements environnementaux. Donc, par exemple, s'il y a un écosystème, les écosystèmes subissent des changements, et le plancton va en général répondre assez rapidement à ces changements, peut-être plus rapidement que d'autres compartiments. Alors, les photos de plancton qui sont présentes dans le jeu datent de 2021 et 2022. Les chercheurs de Villefranche-sur-Mer ont, eux, débuté leurs travaux et ces analyses en 1967. Merci beaucoup, Estelle. Emmanuel Ledoux, vous allez télécharger l'application Aider la science ou pas? Oui, alors je trouve que l'idée est géniale. Et puis c'est vrai qu'on a beaucoup parlé carbone et ressources. Là, depuis le début de l'émission, il y a le troisième pied, comment dire, mais qui est la biodiversité, qui est aussi essentielle. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il faut vraiment qu'on arrive à traiter ces trois sujets: carbone, baisse des émissions carbone, maîtrise de la ressource et protection de la biodiversité de façon conjointe et intégrée, alors que tout le monde a parfois un peu tendance chacun dans son couloir. Là, si on arrive à avoir cette vision globale, on avancera quand même pas mal plus vite. Merci Emmanuel, César et Muriel. Merci à vous aussi, Estelle. L'émission se poursuit et je vais rejoindre notre invité du tête-à-tête.